Avez-vous remarqué ces deux hommes sinistres qui se précipitent terrifiés vers leur fille? Si vous suivez jusqu'à la fin, vous verrez qu'ils ont vraiment dû sprinter à cette vitesse pour protéger leur enfant du pire scénario possible. Après cette séquence, le film revient au début, là où tout a commencé. L'histoire est centrée sur deux demi-frères antillais au père absent, Joël Gros-Désir, à la peau foncée, et Régis, à la peau claire, qui n'ont en commun que leur père mourant. À part cela, leur vie ne pourrait pas être plus différente. Joël, un homme noir d'une seule race, est récemment sorti de 3 mois de prison après avoir été condamné pour avoir volé le portefeuille d'une femme âgée. Il vit actuellement avec sa mère et sa fille, âgée de 9 ans. Il a un passé de chômeur et met tous ses problèmes, y compris son chômage, sur le compte du racisme. Lorsque les autorités chargées des bus ont découvert qu'il était sans billet, il a même reçu de l'argent de l'ami de sa fille pour payer son transport. Il n'a jamais curieusement fait un véritable effort pour trouver un emploi. Son frère biracial Régis, en revanche, est un vrai gentleman. Il a une fille de 9 ans avec sa femme européenne, avec laquelle il est marié. Il est très bien intégré dans la haute bourgeoisie et vit dans une ville bourgeoise. Régis travaille à la mairie et occupe le poste d'adjoint au maire, ce qui implique qu'il apprécie l'humour désagréable du maire et se considère comme un Normand. Et il pense que les immigrés sont responsables de la crise du logement et de la montée des taux de criminalité. Un beau jour, l'oncle de Régis l'appelle pour lui annoncer que son père, qui a eu de nombreux enfants avec des femmes à travers le monde, est en train de décéder et que le dernier souhait du vieillard est de rencontrer tous ses enfants. Régis lui ne se soucie pas de son père absent car il n'était pas présent lorsque Régis était encore un enfant. Sa folle de femme lui fait immédiatement la promesse de se faire sauter par d'autres grands blacks s'il ne rend pas une dernière visite à son père avant qu'il ne se remette à table. Ensuite, il continue à profiter du dîner avec sa famille. Sans autre option, il consent à contre-cœur. Le lendemain, Régis se rend en avion chez son père, dans sa ville natale. Après plusieurs années, il reconnaît Joël, qui rend également visite à leur père, à la sortie de l'aéroport. Les deux frères, qui ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mettent de côté leurs différends et décident de faire le trajet ensemble dans le même taxi. Sur le chemin de la maison de leur père, ils échangent quelques mots dans le taxi. Au cours de cette brève conversation, Régis raconte à Joël toute sa superbe vie, tandis que Joël, qui est sans emploi, invente des histoires pour cacher ses échecs. Il ment en disant qu'il possède une société immobilière et même une maison dans laquelle il réside avec sa fille. Lorsqu'ils arrivent à la maison de leur père, ils rencontrent leur tante et quelques frères et sœurs par alliance. Il s'avère que leur père a voyagé dans le monde entier, fréquenté de nombreuses femmes et semble même avoir expérimenté avec le même sexe. Cela explique la couleur de peau de Joël et de Régis. Les yeux de l'homme âgé rayonnent lorsqu'il voit ses deux fils, qui sont ses seuls enfants présents. Avant de mourir, il confie à Régis et Joël qu'ils vont hériter d'un grand trésor familial. Les frères sont enthousiasmés par cette nouvelle, en particulier Joël qui devient complètement fou de joie après avoir découvert que sa famille possède un trésor qui se transmet de génération en génération. À leur grande surprise, ils n'héritent en fait que d'un document attestant la libération de leurs ancêtres. Quelques esclaves ont reçu ce papier de leur propriétaire en échange d'un acte ou d'une action particulièrement remarquable commis à l'époque de l'esclavage. De toute évidence, l'esclavage a été aboli aux Antilles, bien avant que les ancêtres de Régis et Joël ne soient libérés. Les deux frères se moquent de l'héritage et se moquent donc de la signification symbolique de ce morceau de papier, et nous pouvons tous convenir qu'il ne peut vraiment pas aider à payer les factures, mais on ne va pas cracher sur la tradition non plus. Régis commence à déchirer le papier en se moquant du trésor des Gros-Désirs, qui est ensuite imité par Joël, sous les yeux de la sœur de leur défunt père, qui les regarde avec dégoût. Comme on pouvait s'y attendre, la vieille dame est furieuse et décide de punir les gamins de la seule façon dont une mère africaine peut le faire. Elle utilise un sort vaudou pour les renvoyer au XVIIe siècle, où l'esclavage est encore très répandu. Lorsque Régis et Joël se réveillent dans la séquence de flashback qui suit, ils se retrouvent dans un champ en plein air, vêtus uniquement de leurs sous-vêtements de luxe. Quelques noirs qui s'enfuient par peur passent à côté d'eux, et les deux frères se demandent ce qui se passe. Selon le survivaliste Joël, ils ne savent pas pourquoi ces gars-là courent, mais lui aussi s'est mis à courir. À l'exception du gentleman Régis, qui est resté exactement au même endroit, juste après deux chasseurs d'esclaves apparaissent soudainement et capturent les frères Gros-Désir. Ils sont ensuite transportés sur un marché aux esclaves où ils sont vendus à un grand propriétaire foncier nommé Monsieur Jourdain, au prix de 2 pour le prix d'un. Joël est mis au travail dans des exploitations agricoles sous la surveillance d'Henri, un contremaître cruel et virulement raciste, tandis que Régis est envoyé pour travailler dans les cuisines de la résidence par Monsieur Jourdain. Les demi-frères se rendent vite compte qu'ils ont en fait voyagé dans le temps en 1780, où l'esclavage est encore pratiqué. Le lendemain, les esclaves sont obligés d'écouter un prêtre qui lit une fausse Bible et qui explique aux Noirs comment se soumettre aux Blancs. Les frères Gros-Désir sont les seules personnes autres que les Blancs qui savent lire, mais Joël n'a pas son brevet, donc on n'est pas vraiment sûr qu'il sache lire. Néanmoins, il conteste le contenu de la Bible et refuse d'obtempérer. Choquant même le curé, Régis lui lit un passage du livre. Plus tard dans la journée, Joël arrive en retard au champ et se fait frapper par Henri. Joël,
qui s'est lassé des abus et du comportement d'Henri, tente de fuir la ferme mais finit par se cogner la tête contre un poteau et s'évanouit. Il est châtié publiquement en raison de ses méfaits. Régis par contre est convoqué le même soir dans le bureau de Monsieur Jourdain, où son aptitude à la lecture est saluée. Monsieur Jourdain essaie même de lui faire comprendre que son aptitude à lire est due à sa couleur de peau, qui est métissée. Il reçoit encore plus d'éloges de Jourdain pour être un esclave intelligent et se voit confier l'autorité de diriger les autres esclaves aux côtés d'Henri, qui déteste profondément cette idée. Pendant ce temps, Joël reçoit des soins pour ses blessures de la part de Rosalie, une esclave magnifique. Joël ne la connaît que depuis 30 secondes, mais il semble déjà l'apprécier. Il se précipite pour l'embrasser, mais elle refuse. Joël est encore plus déçu lorsque Rosalie lui avoue ensuite ses sentiments pour Isidore, un autre esclave. Le lendemain, Régis commence à exécuter sa nouvelle fonction en donnant des directives aux autres esclaves d'exécuter leurs tâches. Joël réprimande son frère pour son égoïsme, après s'être étonné de le voir agir comme les Blancs. Régis n'en tient pas compte et reste fidèle à son nouvel employeur, rendant compte à Monsieur Jourdain tout au long de la journée. Lorsque tous les membres de la famille Blanche apprennent que Régis sait lire, ils se mettent immédiatement à se moquer de lui. Ils se moquent également du fait qu'il n'est pas pianiste. À leur grande surprise, Régis joue parfaitement bien du piano, ce qui stupéfie tout le monde. Mais à cause de cela, il se fait sévèrement fouetter. Nous ne savons toujours pas pourquoi il a reçu une fessée, car il chantait et jouait du piano si bien. Régis en a finalement assez et décide de s'enfuir. Le lendemain matin, les deux frères embarquent clandestinement dans le chariot d'Isaac, un vieil homme juif, et ils quittent la plantation. Lorsqu'ils arrivent chez lui, Isaac les salue et admet qu'il était au courant de leur présence depuis le début du voyage, à cause de leur terrible ronflement. Les deux frères implorent son pardon, mais à leur grande surprise, Isaac fait preuve d'une hospitalité et d'une attention extraordinaire, car les Juifs sont également la cible de préjugés et sont considérés comme les Noirs d'Europe, comme le dit Isaac. Les tueurs à gages de Monsieur Jourdain se présentent bientôt chez Isaac avec leurs chiens, à la recherche des deux frères fugitifs. Régis et Joël souhaitent bonne nuit à Isaac et partent par la porte de derrière, mais avant même d'avoir pu être appréhendés. Ils se rendent sur la côte, où ils trouvent et montent à bord d'un bateau en panne, et prennent la mer. Dans une drôle de tournure d'événements, ils rencontrent un bateau qui est utilisé pour emmener des esclaves aux enchères, ils sont donc appréhendés et mis en prison. Les frères Gros Désir se retrouvent éventuellement sur le même marché d'esclaves, où les hommes de main de Jourdain les achètent. Heureusement, une communauté africaine connue sous le nom de Maroons sauve les frères lors de leur retour vers la plantation, et les deux hommes de main de Monsieur Jourdain ont été pendus. Il est clairement expliqué que les membres de la tribu ont tous été esclaves à un moment donné, avant de se rebeller contre leurs propriétaires. Les deux hommes sont accueillis par la tribu et se joignent au chef, pour chanter l'abolition de l'esclavage et l'anéantissement de tous les Blancs. Régis, qui est marié à une femme blanche, choisit de ne pas chanter lorsque les Marrons parlent de tuer tous les Blancs. Cela rend furieuse la tribu, qui se retourne contre les frères et commence à les poursuivre. Heureusement, Régis et Joël parviennent à échapper à la tribu et à se mettre en sécurité. Le lendemain, ils se retrouvent dans un endroit inconnu où ils tombent sur leur tante, qui utilise à nouveau un sort pour les asservir. Les frères réalisent très vite qu'elle était la seule présente dans la pièce, et c'est elle qui est responsable de leur remontée dans le temps. Mais ils ne sont pas certains de ses motivations. Ils la supplient de briser la malédiction, affirmant qu'ils sont prêts à tout pour y parvenir. Lorsque les frères persistent dans leur demande, la vieille femme finit par céder et leur donne un indice sur la façon de briser le sort. Elle les informe que pour réunir Isidore et Rosalie qui sont leurs ancêtres et pour retourner dans le présent, ils doivent d'abord retourner à la plantation. Sans entrer dans plus de détails, elle leur demande également de rectifier le tir. La femme dit aux frères de fumer sa pipe spéciale lorsqu'ils auront réussi leur mission avant de se volatiliser vers le présent. Joël se souvient avoir vu ce qui semblait être Isidore en train de faire une fellation à un autre homme, alors que les deux frères discutent des solutions possibles au problème. Il a également une vidéo de la scène sur son téléphone, qu'il montre à Régis, qui dans un premier temps ne voulait pas accepter l'homosexualité de son ancêtre. Les deux frères pensent à tort qu'il s'agit de l'erreur, qu'ils sont censés corriger. Dans la scène suivante, Joël et Régis retournent à la plantation. Ils tentent de négocier avec Monsieur Jourdain concernant leur peine, mais leurs efforts sont vains. Au lieu de cela, ils reçoivent un sigle de plantation, en guise de marque. Ils retournent ensuite dans leur case et commencent à formuler leur stratégie. Au même moment, dans le manoir, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de Monsieur Jourdain. Les frères organisent leur propre fête pour les esclaves, utilisant cette occasion comme une diversion idéale. Pour enivrer et amorcer la relation entre Isidore et Rosalie, quitte à les forcer à tomber amoureux, ils volent un tonneau de rhum à la distillerie et tuent discrètement le chien de cette femme blanche, question d'avoir un peu de viande pour la soirée. Lorsque Régis voit Joël embrasser Rosalie en raison de son obsession pour elle, manifestement Joël n'a pas pu résister à la beauté de son ancêtre, leur complot se voit contrecarré. Les deux frères improvisent alors, et aident physiquement le couple pendant qu'ils roupillent, et à en juger par le visage de Régis et ses gémissements, ils semblent éprouver un grand plaisir à le faire. Une fois cela fait, ils sont persuadés d'avoir accompli leur mission. Les deux frères envisagent une revanche sur les Blancs,
car ils pensent pouvoir rentrer dans le présent quand bon leur semble. Armés comme de vrais gangsters, ils entrent dans le manoir et humilient tout le monde. Joël embrasse la fille de Monsieur Jourdain, tandis que Régis commence à détruire les meubles et gifle même un homme blanc. Alors que Régis est prêt à humilier Monsieur Jourdain, Henri fait irruption dans la pièce avec un fusil et menace les frères. Régis et Joël utilisent la pipe, sans le moindre signe de frayeur. Malheureusement, rien ne se passe lorsqu'ils la fument. Les deux frères semblent avoir réalisé à cet instant précis à quel point ils sont dans la merde. La pipe magique a sûrement été remplacée par une pipe ordinaire. Pour leur crime, ils sont emprisonnés dans une cage et seront mis à mort le jour suivant. Le même soir, les frères ont des bouffées d'émotion et commencent à méditer sur leurs actes. Régis parle de son mariage raté, tandis que Joël avoue être misérable et sans emploi, et évoque certains moments sexuels qu'il a eus pendant son séjour en prison, ce qui met brusquement fin à ce moment riche en émotions. Mais juste avant l'exécution, Victor, le fils de Monsieur Jourdain, s'enfuit dans les bois car il ne supporte pas de voir l'atrocité. Rosaline court après lui et découvre qu'il est tombé dans une rivière toute proche. Néanmoins, le jeune homme intelligent a trouvé un moyen d'empêcher cette atrocité. Tous les membres de la famille, effrayés par son geste intelligent mais risqué, se précipitent vers la rivière. Henri est terrassé, car Isidore protège les frères en profitant pleinement de la commotion infligée à Henri. Il leur ordonne ensuite de fuir pour sauver leur vie, et ils obéissent. Victor est emporté par le torrent alors que les frères sont en fuite quand ils l'aperçoivent. Les deux hommes sautent dans le fleuve, sans hésiter. Mais Joël ne sait pas nager, ce qui choque Régis. Cela rend sa tâche beaucoup plus difficile, mais il réussit quand même à sauver son frère et Victor. Monsieur Jourdain libère les frères, car il leur est reconnaissant d'avoir sauvé la vie de son fils. Le même certificat de liberté que leur père leur a donné est également remis aux deux gros désirs. Étonnamment, ils n'acceptent ni leur libération ni la récompense. Henri et Monsieur Jourdain trouvent la démarche très étrange, mais ils s'exécutent. Les deux frères demandent à Monsieur Jourdain de libérer Isidore et Rosalie et de leur remettre le document. Les frères ont libéré Isidore et Rosalie de cette manière, mais ils sont toujours à la recherche de la pipe magique qui leur permettra de voyager dans le présent. Au fil des jours, ils acceptent peu à peu l'idée qu'ils ne pourront jamais retourner à leur époque. Un jour, Isidore et Rosaline font leurs adieux aux frères et quittent le manoir avec le certificat. Henri s'approche d'eux et leur dit de retourner au travail, tandis que les deux frères restent en retrait et les regardent partir. Puis il sort sa pipe et l'allume. Henri est choqué lorsque les frères disparaissent mystérieusement, après avoir tenté de les intimider en leur soufflant de la fumée au visage. Cela suppose en soi que c'est Henri qui a pris leur pipe magique. Les frères reviennent au présent dans la scène suivante, lorsqu'ils trouvent leur tante debout à côté d'eux. Régis et Joël sont soulagés de la voir avec le document original à la main et un sourire éclatant sur le visage. Quelques années s'écoulent. Joël trouve un boulot ordinaire sur un chantier de construction, mais il continue à se plaindre de son salaire peu élevé et prétend que c'est parce qu'il est noir. Régis, quant à lui, reprend ses fonctions à la mairie. Un jour, alors qu'il s'apprête à prendre une pause sur son lieu de travail, le maire en profite pour le féliciter et lui lancer une blague raciale. Régis, qui n'est plus la même personne qu'avant, il choisit de désapprouver le maire avant de prendre congé. La caméra se penche ensuite sur Régis, sa femme, Joël, et la mère de ce dernier en train de débattre dans le salon de Régis. Les deux hommes s'accordent à dire que leur expérience a renforcé leurs liens familiaux. Cependant, la querelle de leurs deux filles a pour conséquence que l'acte d'émancipation a été déchiré. Régis et Joël sprintent frénétiquement vers leur fille, alors que le film touche à sa fin. Il est clair qu'afin de sauver leur fille de l'horreur qu'ils ont rencontrée au XVIIe siècle, ils sont bien obligés de se précipiter pour les sauver. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.